Et bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous sommes jeudi soir et jeudi soir, on se retrouve pour Survivor Riley. C'est un Advanced Choose Tulu, un livre dont on est le héros. Et je suis heureuse de vous revoir. On a vécu un petit enfer avec notre mardi et notre livre du mardi. Est-ce que cette fois-ci, ça va être pareil avec notre livre du jeudi? Est-ce qu'on va vivre l'horreur, mais différemment du coup? Si vous avez été là mardi, nous avons fait Aria, le livre 2 de Fibre Tigre, et j'avoue que j'ai un peu souffert. Alors désolé, hop, je recalme mon micro, parce que là je ne me sens pas bien. Tuc, 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 petit calage de micro. Voilà. Je ne me sentais pas à l'aise. Donc, mardi, nous avons fait quelque chose de difficile, qui était de finir le tome de Fibre Tigre, Aria, Terre Ardente, qui est le deuxième tome. Et du coup, ça a été un petit peu compliqué parce que il y a beaucoup d'impasses. On n'a pas l'impression d'avancer, on a l'impression d'être combat sur combat, de pas beaucoup de lore. Et on n'arrive pas, enfin moi je n'arrive pas du coup, alors un petit peu au début du 2, mais là j'avoue que je n'arrivais pas à rentrer dans l'histoire à la fin, parce qu'on a fait beaucoup de combats, beaucoup d'impasses. Et donc si vous avez été là, bien sûr, je sais pas ce que vous avez en pensé de tout ça, mais ça a été un petit peu compliqué à la fin. Par exemple, une araignée, quel que soit par où on passait, donc il y avait au moins 15 choix possibles avec cette araignée, 15 façons de faire différentes avec cette araignée, et il n'y en avait qu'un seul qui était bon. Voilà. Et encore un où c'était pas marqué en fait, il n'y avait pas de choix qui était bon, il fallait utiliser un sort, quoi. Donc voilà. Donc j'espère que nous allons pas vivre ça aujourd'hui et que ça va bien se passer. Je vous remets le contexte de notre ami Edward, parce qu'aujourd'hui nous sommes avec Edward, le mardi c'est avec Gary. Je suis une femme à homme, pardon, c'était mieux dans l'autre sens. Je suis un homme à femme, non ça marchait pas dans mon sens. Je suis une femme à homme. J'ai Gary le mardi, Edward le jeudi. Donc Edward, et en plus j'ai un combo, parce que le jeudi on a le droit d'amener un survivant avec nous, et donc il y a Gary avec Edward. Voilà. Donc c'est un plan à 3 le jeudi. Voilà. Voilà. Désolée si je vous ai choqué. Donc Edward faisait des recherches sur des choses qu'il avait trouvées dans le grenier, je crois, de son oncle ou quelque chose comme ça. Et il était parti en voyage pour continuer ses recherches. Son avion a eu un accident, son avion est tombé sur l'île de Riley. Donc lui, il n'est pas au courant de l'île, il n'est pas au courant de ce qui se passe dans cette île. Par contre, il est quand même au courant de certaines choses, puisqu'il a fait des recherches sur tout cet univers, puisqu'il est tombé sur d'anciennes recherches, enfin voilà. Et donc, on a, je vais vous la montrer, on a exploré un petit peu cette île. On a fait plein de choses. J'ai oublié de remarquer certains endroits qu'on a explorés. Et là, on se retrouve du coup à la cité qui était cachée. Et donc on se retrouve au niveau de la cité. Et je pense que c'est un point de non-retour. Je pense que là, on ne peut plus trop revenir en arrière. Donc, on est passé par l'hôtel des sacrifices qui était là. L'hôtel des sacrifices où on a combattu. Et on est arrivé à la cité. Donc, maintenant qu'on est dans cette cité,
on est passé devant une église et je vais vous relire le dernier paragraphe du coup. Hop, je reprends mon marque-page. Le marque-tapage. Voilà. Et avant de vous lire là, je vous passe avec la fiche personnage que je vous ai mis sur le stream. Wouhou! Nous sommes à la fin du bouquin et j'ai enfin mis cette fiche personnage sur le stream. Oui. Chacun a son rythme. Voilà. Moi, mon rythme, il est lent. Voilà. Et donc, du coup, vous voyez qu'il nous reste quand même pas mal de santé mentale. Alors, on a perdu du physique et du mental, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on passe une dizaine, on descend en dessous d'une dizaine en santé mentale, on perd un point de physique ou un point de mental. Et donc, en fait, j'ai fait perdre un point de physique et un point de mental, parce qu'on a perdu déjà 2 points. Voilà. Donc, j'ai fait ce choix-là entre les streams à chaque fois. Donc voilà. Donc j'espère que vous êtes prêts pour peut-être une fin d'aventure. On ne sait pas. Peut-être. Hop, donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'essaie de vous mettre une petite musique sympa. J'essaie de trouver une musique appropriée. Et que... tout se passe bien pour vous. Moi, je vous assure que la semaine s'est bien passée. Je suis plutôt en forme. C'est plutôt rare. Donc, il faut le noter. Voilà. Que je n'ai toujours pas fini de vous mettre le scénario sur le Ko-fi aussi. Je suis vraiment navrée. J'avoue que mes projets prennent un peu du retard. Donc voilà. Je pense qu'on va rester avec le petit fond sonore qu'on a. Et en avant, Guingamp. Je sais pas d'où vient cette expression. Si quelqu'un sait d'où vient l'expression en avant Guingamp, ça nous fera un peu de culture G et ça fera relever le QI. Voilà. Allez, on est parti. Donc on était arrivé dans cette cité et nous avons pu passer parce que nous avions un médaillon à tête de bélier. Voilà. La ruelle se prolonge sur quelques mètres avant de bifurquer brusquement à gauche pour continuer vers le nord sur une pente impraticable. Tout au long de ce tronçon, les bâtiments sont si hauts et si penchés que vous avez l'impression de parcourir la nef principale d'une immense cathédrale obscure. Tous les édifices ressemblent à des blocs massifs sans porte ni fenêtre. Soudain, comme si le simple fait d'y penser l'avait matérialisé, à quelques pas devant vous, une arcade qui mène à l'intérieur du plus grand bâtiment que vous avez vu jusqu'à présent. Voulez-vous entrer pour l'explorer ou préférez-vous continuer votre chemin ? Je m'étais arrêtée là la semaine dernière parce que le monsieur à l'entrée de la ville, monsieur très charmant, je suis sûre qu'il
C'est un monsieur charmant, très bien éduqué, et qui n'était pas du tout avec des yeux globuleux. Nous a dit qu'il fallait surtout pas rentrer dans l'église ou la cathédrale. Je crois qu'il a utilisé même le terme cathédrale. Du coup, je me suis arrêtée là parce que au début, je voulais rentrer. Vraiment, c'était mon premier réflexe. Et je me suis dit, peut-être qu'on fait une bêtise. Mais Lianor, tu nous dis, on explore. Toujours explorer. Donc, du coup, si vous avez un mot à dire, c'est maintenant ou jamais. Donc, on va explorer. Après avoir franchi l'arcade de près de 50 mètres de haut, vous avez débouché dans une grande salle qui sert de dortoir à des centaines de personnes. Les murs sombres sont couverts de runes et de hiéroglyphes rectangulaires qui rappellent les anciens pictogrammes des sculptures pré-hispaniques. Tout sent le moisi et la décrépitude, comme dans un hôpital abandonné ou dans l'aile des détenus dangereux d'un asile d'aliénés. Au milieu des paillasses, des sacs de couchage modernes et des tuniques en loques, vous remarquez des tableaux et des plateaux de nourriture périmés et quelques fragments d'objets personnels tels que des photos et des journaux intimes en lambeaux. Au fond de la pièce, sur le mur d'en face, se découpe une autre arcade similaire qui conduit dans les profondeurs du bâtiment. Voulez-vous vous aventurer encore plus loin dans cette maison ? Ou vous pouvez tourner les talons et poursuivre votre chemin. Que faisons-nous ? Je prends de quoi écrire. On est rentré en continu ? Hello Cyril, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Demain c'est vendredi, demain c'est les potes au feu. Mais là du coup, pour l'instant, nous sommes dans un endroit où il y a des sacs de couchage. Ça a l'air d'un dortoir désaffecté, moisi. Et on va s'aventurer plus loin. Ouh, tu seras en télétravail. Du coup, tu pourras nous suivre. Allez. Vous traversez les baraquements où doivent dormir les cultistes qui peuplent la ville quand une puissante odeur de soufre et d'ammoniac vient remplacer la puanteur humaine. La pièce qui se situe derrière l'arcade est sombre, pourvue d'un plafond très haut. En son centre, au milieu d'un pentagramme hâtivement dessiné à la craie sur le sol, flotte un nuage de fumée. Elle est particulièrement dense, à tel point qu'elle semble contenue dans un cylindre invisible. Aussi étrange que cela puisse paraître, souhaitez-vous essayer de parler à cette fumée ? Préférez-vous effacer le pentagramme ou regagner la rue ? Si vous maîtrisez la compétence mysticisme, vous pouvez effectuer un test. Et si vous le réussissez, on va au paragraphe en question. On a la compétence mysticisme, comme vous voyez sur la feuille que je vous ai partagée. Oui, je suis trop fière de vous avoir partagé la fiche personnage. Vous allez l'entendre, celle-là. Souvent. Ok. Mysticisme qui est sur le mental. Donc, je crois qu'il faut qu'on fasse moins de 9 pour réussir. De toute façon, les deux sont à moins de 9. Allez, c'est parti. On a fait 9. On va considérer qu'on l'a réussi.
pas grave, qu'est-ce qui va se passer? Inutile de vous approcher davantage pour voir le reflux pestilentiel du mal suinté par vagues de l'intérieur du pentagramme. Cette chose est l'incarnation de toutes les peurs de l'humanité. Mais ce n'est qu'un fragment, une graine d'une malignité primitive qui continue de guetter le monde depuis un recoin si sombre et si profond que même la mort ne peut l'atteindre. C'est une semence d'étoiles. Tous vos sens vous poussent à fuir et à plonger dans la mer, quitte à nager jusqu'à l'épuisement s'il le faut, pour ne pas rester une seconde de plus sur cette île. C'est alors que cette chose se met à vous parler. Vous perdez 5 points de santé mentale et vous pouvez consulter l'annexe, l'histoire de Riley. Quoi que vous fassiez, votre 6e sens vous dicte de ne pas la laisser libre ou entre les mains des adorateurs de Cthulhu. On va commencer par perdre les points de santé mentale. Tuc. 1, 2, 3, 4 et... Bon. Et 5. Ça a fait mal, hein. Ça a fait mal au crâne, hein. La vision nous a fait très mal au crâne. Bon, ça va, on n'a pas passé une dizaine, ce qui fait qu'on ne perd pas plus. Et je vais vous lire l'annexe. L'île cadavre de Graillet n'est que la manifestation physique d'un portail entre deux réalités. Elle est généralement immergée pendant de longues périodes dans un tombon aquatique situé à 47 degrés 9 de latitude sud et 126 degrés 43 de latitude ouest. Ces coordonnées placent la cité à 950 km de Ponap. Lorsque se produisent certaines conjonctions astrales, la séparation entre les deux mondes s'affaiblit et Riley émerge des flots, révélant le temple sous-marin où l'essence de Cthulhu repose dans un sommeil éternel. Des mois avant cet événement, on dit que ces rêves envahissent l'esprit de certaines personnes sensibles, fanatiques, hermétistes, adorateurs de cultes oubliés et médiums en tout genre sont attirés par les chants de sirènes du dieu Dragon et entament les rituels destinés à déchirer le voile qui les retient dans son rêve d'irréalité. Un jour, Cthulhu reviendra sur Terre pour reprendre ce qui lui revient de droit et la fin de l'ère de l'homme aura sonné. Riley partage ces deux dimensions de telle sorte qu'il est impossible de la percevoir correctement. Tout ce qu'elle renferme est beaucoup plus grand qu'il ne devrait l'être. Les angles se chevauchent et le plan ne sont jamais tout à fait plats. C'est pourquoi on dit qu'elle n'est pas soumise à la physique euclidienne. La cité principale, avec ses pinacles d'obsidienne formant ses forêts de pointes acérées, a été bâtie bien avant que l'être humain ne foule la terre. Sous ces rues serpentent des galeries reliées aux différentes salles consacrées au sacrifice, et tout en haut se dresse le temple où, sous le sceau de Riley, repose Cthulhu. Lorsque l'île est submergée, elle est habitée par les rejetons de Cthulhu qui protègent le sommeil de leur maître. Hello Sylvestre. Ok. Donc, on a trouvé un pentagramme. Ce pentagramme nous a donné ces éléments-là. Maintenant, ils nous disent, voulez-vous affronter cette chose ou préférez-vous détruire le pentagramme ? Ça m'a donné des frissons, dis donc. À voir si détruire le pentagramme ne les libère pas. Bah, j'en sais rien, moi.
Je n'ai pas lu le livre, hein. Je découvre avec vous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, en tout cas, Cyril, Sylvestre. C'est juste que je suis un peu stressée, là. Oui, je suis très émotive. Rien me fait monter en émotion. Mais oui, mais là, on parle de Cthulhu. Désolée, j'ai un peu crié. Donc, on essaye de détruire le pentagramme. Plus vous avancez vers la fumée, plus vous êtes convaincu d'avoir pris la bonne décision. À tel point que lorsque vous commencez à effacer du bout du pied le bord du pentagramme, vous éclatez de rire, gagné par une joie inexplicable. Comme si vous aviez ouvert une porte, le nuage de fumée vous enveloppe. Il est humide, chaud, primordial. Vous vous retournez en riant à gorge déployée. Un liquide noir et visqueux s'échappe de votre corps. Lorsque vous levez les bras, la fumée s'élève avec vous. Vous perdez 5 points de santé mentale, tandis que cette chose vous murmure des secrets à l'oreille. De l'autre côté de la porte, la chambre s'est remplie d'adorateurs de Cthulhu qui vous pointent du doigt, affichant un mélange de panique et de dévotion. Pour une raison qui vous échappe, ils vous paraissent minuscules, insignifiants. « Laissez-moi passer !» criez-vous en fonçant sur eux. Vous ne vous entendez pas. Un curieux hurlement rappelant presque le chant d'une baleine mêlé à un rugissement félin semble retentir aux 4 coins de l'île et fait trembler les murs. Alors que vous courez, un étrange tremblement de terre se déclenche qui envoie voler les cultistes en tous sens. Par chance, le secousse ne semble pas vous affecter. Vous continuez de courir jusqu'à gagner la mer. Elle est si rafraîchissante, si libératrice. Soudain, vos souvenirs vous reviennent. Consultez l'annexe, l'histoire de Riley. Lorsque vous avez fini de lire, endormez-vous paisiblement, réveillez-vous. Ok. D'accord. Je l'ai déjà lu, l'histoire de Riley. Est-ce que je me suis trompée d'histoire tout à l'heure? Techniquement, oui, on a Gary avec nous. Juste techniquement. On a fait un crossover. Alors juste, je vérifie que je vous ai lu le bien bon paragraphe. Bonjour Style, j'espère que tu vas bien. Oui, c'est ça, c'était déjà l'histoire de Riley. Où est-ce qu'on va se réveiller? Où est-ce qu'on va se réveiller? Non mais où est-ce qu'on va se réveiller? Je stresse. Vous n'avez aucune idée de l'endroit où se trouvent vos vêtements. Vous avez les mains et le visage maculés de sang séché et un étrange arrière-goût métallique persiste sur votre palais. Vous rentrez au campement en titubant. Lancez un des 6 et soustrayez le résultat obtenu au survivant. S'il reste quelqu'un, vous pouvez poursuivre votre aventure normalement. Ok.
Lançons un des 6. Nous avons perdu 3 survivants. Non, mince. J'ai pas mis le bon. Voilà. Il nous reste 4 survivants. Ok. Est-ce qu'on refait le parcours complet? On retourne à la citadelle. Est-ce que vous voulez qu'on revienne directement au pentagramme? Il n'y a pas marqué qu'on ne peut pas revenir au pentagramme. Hein. On peut revenir à la ruelle avant de rentrer dans le... On revient à la ruelle. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans le bâtiment ou on continue notre chemin? Ah, j'ai pas enlevé les 5 points de santé mentale. Choisissez. J'enlève les 5 points de santé mentale. Je vois pas trop où je mets les croix. Mais on est bon. Hop. Je fais sur ma feuille devant moi comme ça. Hop, voilà. Je sais à peu près où il faut que je les mette. On continue le chemin, on rentre pas. On a vécu beaucoup trop d'atrocités dans cette maison. Mais je veux pas qu'on rentre. Suivant le vote du public. Oui, tu as raison, Cyril. Au bout d'un moment, vous tombez sur un groupe de 3 cultistes qui traînent une lourde corde de chanvre. 7 enfants, âgés de 5 à 12 ans, y sont attachés à intervalles réguliers. Ils semblent tous de nationalités différentes et affichent une étrange résignation. L'un des adorateurs encapuchonnés se fiche pour vous pointer du doigt. « Hé, toi, qu'est-ce que tu regardes ?» Qu'allez-vous faire? Si vous libérez ces gamins, vous allez vous faire repérer pour de bon. Mais il faudrait être un monstre pour ne pas intervenir. Souhaitez-vous les enfants? Souhaitez-vous aider les enfants? Souhaitez-vous les enfants? Oui, voulez-vous les enfants pour vous? Si vous préférez ne rien faire, vous pouvez. Je ne vais pas vous donner les conséquences. On les libère et on les adopte. Non, c'est moi qui adopte des PNJ d'habitude. Je sais pas, il n'y a pas marqué. Il y a juste « Souhaitez-vous aider les enfants ?» Et du coup, il y a un paragraphe dédié
pour aider les enfants. Donc je pense qu'on va se battre, quoi. Je pense qu'on va se battre. Soit on les aide pas. En même temps, on n'est peut-être pas en mesure de les aider. C'est horrible, hein. Mais ils sont 3, hein. Un groupe de 3 cultistes. On fait famille d'accueil. On les tabasse? Ok. Alors, il y a la fiche sur le stream. Donc, on a des armes, on en a. On a une dague rituelle qui nous permet de relancer les dés une seule fois, parce qu'après, on l'a perdu. On a un épée mystique, un canif, un revolver. Alors, le revolver, on a 3 balles de calibre 38 et 2 balles gravées de runes. Je ne sais pas ce que font les balles gravées de runes, j'avoue. Mais par contre, les balles de revolver font plus de dégâts. Mais je pense qu'il ne faut pas les utiliser pour des cultistes. Donc on a une épée mystique et je pense qu'à l'épée, ça marchera très bien. Si le système de combat est le même que le système d'Aria. Au niveau des combats, on lance 2 D6 et celui qui gagne enlève 2 points d'endurance à l'autre. Sauf que là, ils sont 3. Donc la règle de combat à plusieurs, c'est qu'ils vont nous assaillir et nous, on va pas pouvoir riposter. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être nous faire perdre des points de vie. Je vous rappelle, le combat à plusieurs, c'est que eux, ils attaquent en groupe. Donc un combat contre plusieurs adversaires est similaire à un combat normal, excepté qu'ils vous attaqueront tous en même temps, mais vous ne pourrez riposter que contre un seul d'entre eux. Donc, le problème, c'est que là, à 3, on risque de perdre 3 fois plus vite nos points d'endurance. Alors, en fait, quelle que soit l'arme, on fait les mêmes dégâts. Cyril, il ne faut pas penser comme un JDR normal. Quelle que soit l'arme, on fait les mêmes dégâts. Il n'y a que les armes à feu qui font plus de dégâts. Et il n'y a pas de fumble non plus dans ce livre. Donc, moi, je réitère ma question. Est-ce que vous voulez toujours combattre les cultistes? Je suis d'accord pour ça. Mais maintenant que vous savez qu'on peut perdre 3 fois plus vite de points de vie. Alors, si on rajoute +1 à nos jets. Sinon... Attendez. Sinon, on peut sacrifier Gary. Sacrifier Gary veut dire ça nous permet de gagner automatiquement le combat. Même s'ils sont plusieurs. Mais ça veut dire qu'on a perdu Gary. Est-ce que vous êtes prêts à perdre Gary? Donc je réitère ma question. Voulez-vous combattre les cultistes pour libérer les enfants? Ou est-ce qu'on les regarde passer, enchaînés, résignés? Cyril dit que personnellement, il ne connaît pas Gary. Alors, on lâche Gary. Je crois qu'il y a 2 pour 1. Donc ça veut dire qu'on tue notre survivant.
qui est avec nous. Donc on enlève un survivant à notre liste. Donc il ne nous restera plus que 3 survivants. Sachant que la partie est finie aussi si on perd tous les survivants. Cyril, le but de la quête, c'est de se sortir de Riley. En fait, Edward a eu un accident d'avion avec plusieurs personnes. Donc, c'est tous les survivants qui sont avec nous. Donc là, on en avait 9 au départ. Il ne nous en reste plus que 4. Et le but, c'est qu'il explore l'île pour essayer de trouver un moyen de partir. Sauf que lui, il ne sait pas que Riley... Enfin, il sait pas... Enfin, maintenant, si, il sait parce qu'il a eu la vision de l'histoire de Riley. Mais jusqu'à maintenant, il ne savait pas ce que représentait cette île. Donc voilà. Et c'est pour ça que lui, son but, c'est de survivre et de trouver un moyen de partir avec les survivants. Bon, maintenant, on n'est plus que 5 sur 9. On a perdu 4. Cyril, tu nous dis, ah oui, bah, on laisse les gamins, tant pis, ils n'avaient qu'à obéir à leurs parents. On peut se combattre les cultistes. C'est juste qu'il y a des fortes probabilités pour qu'on décède. Hein. Vu le système de combat, là. Donc, on reste sur le combat. On combat et on lâche Gary si ça se passe mal. Ok. Allons au paragraphe du combat. Enfin, c'est que je suppose qu'on va les combattre. Hein. Sans prendre le temps de réfléchir aux conséquences, vous frappez au visage de toutes vos forces celui qui s'est adressé à vous. Il s'écroule, assommé, mais 2 autres se précipitent sur vous. Combattez-les en même temps. Si vous ne parvenez pas à les vaincre en moins de 5 routes, le 3e esclavagique reprend ses esprits et se joint à la mêlée. Donc on en combat 2 en même temps, qui ont une force de 6. Donc on va dire qu'on commence l'assaut. Donc nous, on va rajouter notre physique. Donc on essaye avec notre épée d'attaquer le premier cultiste. On y va. On essaye de toute notre force de l'attaquer. Et on arrive à lui faire une blessure. Mais alors que nous étions avec ce cultiste, l'autre nous assaille et on essaie de parer et on part, mais avec dignité, vraiment comme dans un film d'action. On attaque le premier et on lui fait, à peine on l'a déjà un petit peu amoché, que comme un Jedi, on a vu l'autre qui allait nous attaquer sur le côté et on part son attaque. On va réattaquer le premier.
Et on arrive à le reblesser. Vraiment, on maîtrise bien cette épée. Elle est légère et c'est comme si elle avait un petit pouvoir qui nous donnait une force un petit peu supérieure. Mais il va falloir contrer l'attaque du deuxième, qui est enragé par le fait qu'il voit son ami se faire blesser. Mais on arrive à le contrer. Édouard est quand même assez bon à l'épée. À croire qu'il a peut-être pris des cours d'escrime dans son enfance. On réattaque le premier cultiste. Et on arrive à l'achever. Mais alors que on pensait pouvoir être tranquille, le deuxième attaque assez durement. Et on riposte. Ce qui fait que nous le blessons, vu que le premier est déjà à terre. Mais alors que l'on croyait avoir affaire qu'à un seul de nos combattants, le troisième se réveille et va venir nous attaquer. Qui lui a un petit peu plus de force. Donc il va nous attaquer. Et on va riposter. Mais malheureusement, il va nous blesser avec une dague qu'on n'avait pas vue, qui va sortir de dessous. Non, pas de derrière les fagots. De dessous sa manche. Nous allons attaquer l'autre cultiste. Et c'est un combat assez difficile qui se mène. Mais nous dominons cette personne. Elle commence à tituber. Mais nous devons faire face à une nouvelle attaque du fort cultiste. Il est assez grand, assez baraqué. Il est tellement énervé qu'on voit ses veines au niveau de son cou battre. Mais on arrive à le contrer. Nous réattaquons celui qui titube, qui essaye presque même peut-être de partir. Et alors qu'il essaye de s'en aller, nous l'achevons. D'un coup net, précis. Nous sommes face à face avec ce monsieur muscle. C'est impressionnant, mais nous allons l'attaquer. Donc c'est lui d'abord, et puis après, c'est nous qui ripostons et qui arrivons à lui sonner un gros coup. Il a déjà pris un coup à la tête. Et il a l'air quand même moins assuré, du coup, dans ses gestes. Il titube un peu, essaye de nous réattaquer. Et nous nous laissons
prendre par son jeu, en pensant qu'il était moins fort, en pensant qu'il était amoché. Nous nous faisons toucher. Nous nous tournons un petit peu autour. Les enfants ne savent pas quoi faire. Ils se regardent, hésitent, ne savent pas s'ils peuvent partir. Et alors que nous étions en train de regarder les enfants, ils commencent à réattaquer. Et nous parons. Nous parons, mais il est trop vif pour nous. Et nous sommes blessés. Nous soufflons. Nous essayons de reprendre nos esprits. Et nous attaquons le plus rapidement possible. C'est vrai, Cyril, ils pourraient nous aider. Mais pour l'instant, ils sont un peu trop impressionnés, les enfants. Et nous, on a perdu pied. Ce cultiste est fort, beaucoup plus fort que ce qu'on aurait imaginé. Et alors que nous voyons ces enfants justement apeurés, que nous pensons à eux et qu'on veut les sauver, on arrive à déjouer et à faire une parade afin de le toucher. Il reste plus beaucoup. Le sang commence à couler à flot du corps de l'homme cultiste. Il essaye de nous avoir. Mais il est trop blessé pour pouvoir nous combattre à nouveau. Et je vais vous demander, du coup, comment on l'achève. Je vous laisse choisir. On l'égorge. Cyril nous dit qu'on l'égorge. On regarde, on le regarde dans les yeux. On l'attrape par le col. On prend notre épée. Et on fait glisser tout doucement la lame pour savourer dans notre folie, parce qu'on commence à être un petit peu fou quand même, dans cette folie qui commence à nous envahir, de voir le plaisir de cette gorge qui se tranche. En tout cas, on n'a pas l'info, Cyril. Et on a gagné notre combat. Les enfants restent immobiles, l'air sidéré. Aucun d'eux pleure ni ne réagit. Vous en profitez donc pour fouiller les cadavres des cultistes. En plus de leurs médaillons à tête de pieuvre, vous récupérez 10 pièces de cuivre. On a le médaillon à tête de bélier et maintenant on a des médaillons à tête de pieuvre. Vous vous apprêtez à libérer les enfants pour les conduire hors de la ville quand vous remarquez qu'ils ont disparu dans l'obscurité des ruelles. Tous, sauf un, qui s'approche de vous, muni d'un petit bocal. À l'intérieur, vous trouvez une feuille de lierre. Le monsieur qui vit éternellement me l'a donné pour vous.
Avant de partir, il vous murmure lui aussi à l'oreille en vous tendant son médaillon à tête de bélier. Le monsieur qui vit éternellement me l'a donné pour vous. Si vous voulez voir sous le pont, il vous faut le bon médaillon. Faites confiance à votre instinct. L'enfant s'enfuit. Vous êtes désormais seul dans la rue. Mhm. Ok, donc apparemment on va devoir passer un pont. Et on va devoir choisir le bon médaillon. Vous partez discrètement. Les bâtiments se font de nouveau négligés et abandonnés. Tout à coup, la rue bifurque vers l'ouest, si soudainement qu'on croirait que quelqu'un vient de la plier. Le chemin redevient confus, les plans s'inclinent pour se rétracter, à tel point que vous jureriez que la rue s'étend de manière perpendiculaire aux maisons et aux pavillons. Des colonnes de pierre hautes comme des montagnes sont suspendues au-dessus de votre tête ou s'enfoncent dans la terre comme des fosses abyssales. Vous continuez d'avancer jusqu'à atteindre un embranchement nord-sud. Du nord arrive une foule de fanatiques armés de couteaux, de pierres et de torches. Alors que vous tentez de fuir, ils vous rattrapent. Mais loin de se montrer menaçants, ils vous entraînent en poussant des acclamations de joie. Suivez cette foule. Peu à peu, vous vous frayez un chemin parmi le flot des cultistes qui, telle une procession, entonnent des chants hideux en l'honneur du dieu pieuvre qu'ils vénèrent. Sitôt parvenu à l'avant de la foule, vous constatez avec horreur qu'ils transportent un homme crucifié, qu'ils exhibent comme une bannière. L'espace d'un instant, vous pensez qu'il est mort, mais il bouge encore chaque fois qu'un adorateur lui inflige une coupure ou lui lance un objet. Selon une femme, qui, en d'autres circonstances, serait une ménagère tout à fait ordinaire, mais qui ici est une folle en tunique blanche. Le malheureux s'appelle Booner. Ce nom vous dit quelque chose, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Apparemment, on l'a surpris alors qu'il essayait de manger un sacrifice. La femme vous tend une pierre à lui jeter. Si vous le souhaitez, vous pouvez lapider Booner. Sinon, vous pouvez vous éloigner de la foule. Que décidez-vous ? On va peut-être pas le lapider, non ? Mélianor, on se casse de la foule. Steely veut jeter la pierre. Alors, on était un homme gentil jusque-là. On a essayé de sauver des enfants, hein ? Car il a voulu manger notre sacrifié. Alors, on a 2, on s'en va, et 1, on mange. On mange, pas du tout. Non, on le mange pas, le pauvre. On le lapide. Bon, c'est pas mieux. Que faisons-nous ? Du coup, on s'en va. Ben, il a voulu manger le sacrifice, mais un sacrifié, oui. Oui, c'est un cannibale, sûrement. On peut le voir comme ça. Donc oui, hein.
Mais là, on est 2 contre 1. Donc on va s'en aller de la foule sans le lapider. La citadelle se termine brusquement par une immense esplanade de pierre qui doit servir de place ou de grande promenade suspendue au bord d'un gouffre. Un pont de bois instable relie les 2 côtés de la crevasse. Des centaines de fanatiques se pressent à cet endroit. Ils ont improvisé un petit marché où ils échangent leurs marchandises contre des pièces de monnaie. Depuis votre arrivée sur cette île affreuse, c'est la première fois que vous voyez la nourriture fraîche et surtout de l'eau douce. Si vous le souhaitez et que vous en disposez, vous pouvez échanger 4 pièces de cuivre ou de bronze contre la nourriture pour gagner 1 des 6 points d'endurance et 5 points de santé mentale. Alors, je vous ai pas mis tous les trésors qu'on avait, mais il me semble qu'on a de quoi faire ça. Donc, on va gagner 1 des 6 de points d'endurance, ce qui est pas mal, hein. Et on gagne 5 points d'endurance. Ah, j'avais oublié de changer les points d'endurance sur la fiche. Tuc. Voilà. Et nous gagnons 5 points de santé mentale. Ça fait du bien. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça, c'est la bonne nouvelle. Est-ce que vous voulez examiner les étals de nourriture ou continuer le chemin ? Ou pas. On ne sait pas. Alors, Sylvestre, lui, veut visiter. Donc, il veut regarder les étals. Lorsque vous commencez à déambuler parmi les étals, ce que vous découvrez vous emplit d'effroi. Vous vous trouvez au beau milieu de différentes congrégations d'occultistes venus du monde entier. Il y a des participants de l'aube dorée, des kabbalistes de Lévi, des théosophes rosicruciens, des herméneutes d'Hyperborée et quelques adeptes de cultes si terribles et marginaux qui font passer les Kapalikas d'Inde pour de simples végétariens. En écoutant les différents échanges et discours, vous parvenez à glaner sur la ville des informations suivantes. Il faut que j'aille à l'annexe. En 1839, Friedrich Wilhelm von Junst présente son œuvre interdite, Culte innommable. Dans ce tome d'une malignité et d'une perfidie sans bornes, il s'efforçait de répertorier les diverses religions, philosophies et sociétés secrètes qui, sous des noms différents, semblaient vénérer le même panthéon des dieux oubliés. L'auteur a été admis dans la plupart de ces groupes, ce qui l'a souvent conduit à subir de terribles rites initiatiques. La véritable intention de von Junst était d'unifier tous les cultes voués au grand ancien et faire en sorte que le rituel d'invocation lors de la prochaine grande conjonction puisse être efficace. Il s'est attaché à rassembler d'anciennes croyances hérétiques telles que celles des hermétistes de Thoth, héritiers des doctrines d'Hermès Trismégiste, dans leur fidélité à Nyarlathotep, le chaos rampant des cultes de Kapalika et des thugs de Bénarès
et des Gouettes de Trithème et leur invocation infernale, des sectes chrétiennes hérétiques telles que les Illuminés gnostiques de Bavière, des montuistes de Cybèle, des parfaits cathares qui méprisaient la faiblesse de la chair pour les unifier avec des sociétés ésotériques beaucoup plus récentes telles que l'Ordo Templi Orientis et son prédécesseur, l'Aube dorée, l'ordre ésotérique de Dagon, les ordres germaniques tels que la Société de Thulé et le Vril naissant, tous les dérivés de l'Ordo Nui Templi. Enfin, il a nommé sa propre fille Ulrica von Junst de Generata, grande prêtresse des Thesmophories, dépravée de Déméter, pour les conduire tous à Rayleigh, dont l'emplacement lui a été révélé dans un rêve induit par Cthulhu. Degenerata a conduit à Rayleigh des légions d'adorateurs des grands anciens pour un ultime sacrifice à grande échelle qui permettra une fois pour toutes l'avènement de Cthulhu. À leur côté se trouvent des centaines de personnes sensibles à l'appel de l'abomination qui ont, elles aussi, été manipulées pour servir d'offrande sanguinolente lors des rituels d'invocation. Comme dans un abattoir, tous cohabitent dans la citadelle que les premiers adeptes de ces religions, aujourd'hui cachés, ont construit pour leur dieu au pied de son tombeau aquatique. À l'instar de son maître, la cité de Rayleigh coexiste dans deux dimensions. Elle a été bâtie selon des schémas de réalité étrangères à la nôtre, par des créatures qui vivent parmi nous, nous observant depuis les angles du temps. Si vous tendez l'oreille, vous pouvez les entendre imiter la voix de leur maître. Ya, Ya, Cthulhu, Fnact. Et on va poursuivre l'inspection du marché. Au bord du ravin, presque suspendu dans le vide, vous repérez un étal auquel les clients semblent ne prêter aucune attention. Un jeune homme musclé, manifestement atteint d'une forme de déficience intellectuelle, y propose toutes sortes d'articles dont les prix sont inscrits sur un morceau d'ardoise. Il vend des cordes, boussoles, yeux en bocaux, tuniques rouges et noires, des eaux de crypte et des infusions. Mais ce qu'il semble y avoir en plus grand nombre, ce sont des sacs de sable. Il en a une dizaine empilés autour de lui. Si vous en achetez au moins 5, vous obtiendrez 12 mètres carrés de toile. Chaque article coûte 2 pièces de cuivre ou de bronze. Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer d'explorer la place ou bien aller jusqu'au pont qui traverse le ravin. Alors, question, est-ce qu'on prend quelque chose ? Nous avons déjà de la corde. Il vend des cordes, boussoles, yeux en bocaux, tuniques rouges et noires, os de crypte, infusion, des sacs de sable. Et si on en achète une dizaine, on a 12 mètres carrés de toile. La toile, c'est pour faire un radeau ? Peut-être. Je sais pas. Du coup, on continue à explorer ou on essaye d'aller au pont. On reviendra plus tard. On continue à explorer pour voir un petit peu ce qui se passe. Vous ne trouvez rien de concluant. Mieux vaut revenir sur vos pas et vous diriger vers le pont. Donc, on n'a rien de concluant. Je suis partie au pont. Je ne vous ai pas attendu. Le pont.
La ville est séparée du temple par un profond ravin au fond duquel s'écoule lentement une rivière de lave. Sous vos yeux ébahis, les fanatiques poussent au fond du gouffre sans le moindre égard tous ceux qui croisent leur chemin, lorsqu'ils ne se jettent pas eux-mêmes en bas, possédés par une étrange extase suicidaire. Pendus aux piles du pont qui s'étire au-dessus de la rivière se trouvent des cadavres humains à divers stades de décomposition. Le vent est chaud, presque étouffant, et vous discernez les grésillements de la lave lorsqu'elle entre en contact avec les corps qui heurtent sa surface en poussant des cris d'agonie ou de plaisir. Si vous portez un médaillon à tête de bélier, ou si vous n'abordez aucun médaillon, il faut aller à un paragraphe, et sinon, il faut aller à un autre paragraphe. Dans la mesure où on a les deux types de médaillons, on traverse le pont. En soi, on peut traverser le pont. Parce qu'on a les deux types de médaillons, donc on peut arborer le médaillon à tête de pieuvre. Mais je crois qu'il nous avait dit de ne pas aller au temple. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Il nous avait dit de bien choisir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On porte le médaillon à tête de bélier ou... Parce qu'il y a marqué, si vous portez un médaillon à tête de bélier ou que vous n'abordez aucun médaillon, rendez-vous en 305. Sinon, vous pouvez traverser le pont au paragraphe 126. On met le médaillon du bélier. Et Sylvestre est d'accord. Allons-y. Presque à l'abri des regards et ignorée de tous, une petite volée de marches en pierre passe discrètement sous le pont. Lorsque vous en approchez, une insoutenable odeur de soufre et d'excréments vous assaille. Après un moment d'observation, vous prenez conscience que personne d'autre que vous ne s'intéresse à ce chemin. Aussi, feriez-vous peut-être bien de descendre pour l'explorer. Si c'est votre souhait, on y va. Sinon, oubliez cet escalier dangereux et traversez le pont. Que faisons-nous ? On va prendre l'escalier ? Allons prendre l'escalier. Au-dessus de vous résonnent les pas des adorateurs du dieu pieuvre. Juste en dessous du pont s'étend un autre pont de singe, si fragile qui vous donne la chair de poule. Il mène à une échelle qui descend vers une grotte cachée. Pour l'atteindre, effectuez un test de physique. Allons-y. Nous avons réussi notre test de physique qui nous a tenions. Vous parvenez à l'entrée d'une grotte qui empeste la sueur et les excréments. « Qui êtes-vous » vous demande un vieillard repoussant, complètement nu, aux cheveux emmêlés par la crasse. « Êtes-vous venu pour me tuer ou pour interrompre l'avènement du grand Touglou ?» Faut que je change de paragraphe.
Le vieil homme a les yeux voilés et les croûtes qui recouvrent ses orbites portent à croire qu'il a été aveuglé par un objet brûlant. Vous lui dites qui vous êtes et comment vous êtes arrivé sur l'île. Visiblement satisfait, votre interlocuteur s'assied par terre en croisant les jambes squelettiques sans la moindre pudeur. Votre récit terminé, il fronce les sourcils et prend la parole d'une voix sereine. Je suis vieux et fatigué. Je suis Agostinus d'Aragorn, naufragé comme vous, quoique d'une époque lointaine. Je vais vous dire quoi faire pour interrompre l'avènement, comme beaucoup l'ont fait avant vous. Sachez cependant que toutes nos tentatives seront vaines, car les êtres qu'ils cherchent à invoquer se trouvent bien au-delà de notre temps. N'est pas mort ce qui a jamais d'or, et au fil d'air étrange peut mourir même la mort. Vous pouvez consulter votre conversation avec Augustus dans l'annexe. Je cherche l'annexe. Hello T. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Frère Augustinus n'est pas un excentrique, il est fou allié. Bien que ce soit tout à fait impossible, il affirme être un moine de l'ordre de Saint-Augustin qui serait arrivé sur l'île en 1535 en provenance de Papouasie. Au sein de l'ordre, il occupait le poste de script dans un scriptorium au prieuré de Groenendael où il a entrepris la transcription sur instruction directe de Charles Quint d'une œuvre écrite dans une langue barbare intitulée Al-Asif. Le contenu de ce volume était trop horrible pour être conservé, mais Augustinus devait obéissance à l'empereur du Saint-Empire romain germanique et a donc fait son devoir. Une fois le dernier mot traduit en latin, il a remis le livre avant de s'aveugler au fer rouge car ses yeux avaient offensé Dieu. C'est là qu'il a commencé à entendre des voix, des murmures au milieu de la nuit. Les circonstances qui l'ont poussé à s'embarquer sont tortueuses. Lui, qui cherchait la rédemption, n'a trouvé que l'enfer. Comme des centaines d'autres avant lui, il a été attiré pour servir de sacrifice au dieu impie qui gît dans son tombeau aquatique sous l'île de Railay. Des millénaires durant, ses adorateurs ont conspiré pour le ramener sur la terre qu'il gouvernait jadis avec ses frères, les grands anciens, des êtres cauchemardesques venus des confins du cosmos. Mais le moine a survécu. Les secrets cachés dans ce grimoire maudit l'avaient condamné. Il ne pouvait pas prendre le risque qu'il divulgue son savoir impie. Néanmoins, Augustinus a trouvé le moyen de s'en servir contre ces geôliers. Pendant des mois, il a réussi à subsister, déjouant un à un les plans des fanatiques qui se rendaient sur l'île lorsqu'elle était visible. En effet, elle n'occupe pas une place permanente dans notre réalité, mais voyage à travers les plans qui unissent notre univers à celui des grands anciens. Des siècles durant, elle demeure immergée avant de surgir lorsque sont réunies les conditions de l'avènement du Grand Toulouse. Quand l'île s'enfonce sous la mer, nous mourrons tous. Mais rien n'est éternel sur Railay, et au fil d'airs étranges peut mourir même la mort. Ce n'est pas la première fois que les adorateurs venus des 4 coins du globe se rassemblent pour réveiller ni qu'Augustinus contribue à les en empêcher. Il n'existe qu'un seul moyen d'éviter l'avènement de Cthulhu, l'ancrer dans les limbes. Pour ce faire, il faut disposer d'un objet au pouvoir ésotérique ou d'une dague de Bolin. On a un objet au pouvoir exotérique. Ces artefacts coexistent dans les deux réalités. Si l'on parvient d'une manière ou d'une autre à en introduire un dans l'anatomie du dieu pendant que son entité se solidifie, il ne pourra pas adopter de forme physique et sera aspiré à nouveau lorsque la fenêtre d'invocation se refermera, au moment où Aldébaran sera à son zénith. Mais ce n'est pas si simple. Il suffit de contempler Cthulhu pour perdre immédiatement toute volonté et toute raison. Problème que la cécité d'Augustinus lui épargne. Dans votre cas,
En revanche, il vous faudra fabriquer un onguent appelé poudre d'Imgazi. Le moine vous informe que pour créer cette poudre, il vous faut de la poussière de cadavres de plus de 100 ans. On a. Une feuille de lierre. On a. Du sel. Je sais pas si on a. Non, pas de sel. Il y a un ingrédient appelé talc d'amarante. Il me semble que ça, on a par contre. Donc, on a tout sauf le sel. Ce sort ne doit être lancé que lorsque s'ouvre la fenêtre d'invocation. Vous devez trouver sur l'île un endroit où vous pouvez voir Aldébaran dans la constellation du taureau et ajouter 25 au paragraphe en question pour que l'étoile soit à son point le plus haut dans le firmament. Il n'y a qu'en rassemblant tous ces objets que vous pourrez affronter la grande prêtresse Ulrika von Jons Degenerata, transpercer son cœur impie à l'aide de la dague de Bolin ou d'un autre objet au pouvoir ésotérique et lancer-le à son dieu ineffable afin qu'il ne puisse pas adopter de forme physique. Vous perdez 4 points de santé mentale permanents et Augustinus vous apprend à faire le signe de Vour et celui de Côte. Il vous donne aussi un livre, Grimoire d'Augustinus, refermant le rituel de distillation de la poudre d'Imgazi. En revanche, il ne peut pas vous aider à trouver les ingrédients physiques. Ok. Il est sympa, Augustinus. Non, c'est Augustinus en plus. Je sais pas pourquoi je lui mets un... Pourtant, on a bien exploré, mais j'ai pas vu du sel quelque part. Je n'ai pas vu du sel quelque part. Dans les poches des gamins. Avec ce que vous avez appris, vous pouvez quitter la ville pour rejoindre le campement ou poursuivre la traversée du pont. Que faisons-nous? Il nous manque du sel. Je marque la page d'Augustinus. On retourne aux échoppes? Je sais pas s'il y avait du sel aux échoppes. Il y a des cordes, boussoles, yeux, bocaux, tuniques rouges, noires, des os de crypte, des infusions et des sacs de sable. Mais on n'a rien d'autre. Je ne sais pas où on pourrait choper du sel. J'espère qu'on n'est pas passé à côté. J'espère que si on l'avait bien eu, je l'aurais marqué.
techniquement, il faut faire bouillir de l'eau. Oui. C'était pas le cas. En même temps, du sel, oui, techniquement, c'est facile. On est sur une île. Hein. Donc, en soi, on peut se la jouer RP. Hein. Dire qu'on a du sel. Hein. De toute façon, avec le nombre de fois qu'on est allé dans la mer, on est sur nous, hein, du sel. Hein. On achète la toile et on dit que ça donne du sel. On peut aussi. Parce que je vous avoue que refaire tous les paragraphes, alors quand on est seul, c'est faisable. Hein. Mais juste pour du sel, alors qu'on a tout le reste, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Donc oui, on peut presser nos fringues pour récupérer l'eau salée. Et la laisser s'évaporer vu qu'on est dans un endroit où il y a de la chaleur. Hein. Donc dans tous les cas, on va prendre un petit raccourci. Nous sommes les propres maîtres de notre histoire. Il y a des magnifiques illustrations. Il y a plein de choses qu'on n'a pas vues. Hein. C'est des illustrations qui sont magnifiques. Je suis en train de regarder un petit peu le livre pour voir si je vois le mot sel à un endroit. Donc voilà. Disons que nous récupérons du sel grâce à nos vêtements. Et donc nous avons du sel. Donc, on considère que nous avons tous les instruments. Le tacle d'amarante, en fait, on l'a construit avec ce qu'on a trouvé. Et c'était le père Juarez qui nous avait donné la recette. Je vais vous montrer une illustration qu'on a déjà vue. Parce que je ne veux pas spoiler si jamais on les croise. Mais elles sont magnifiques. Voilà. C'est des très belles, très très belles illustrations. Là, j'ai la page qui a... Voilà. Du coup, que faisons-nous ? Nous avons tous les ingrédients. Est-ce qu'on traverse le pont ? Puis de toute façon, on a Gary avec nous. Hein. Gary, il peut nous aider à trouver certains ingrédients et à faire en sorte qu'on ait tout. Hein. Il peut nous servir à quelque chose au moins une fois. Hein. Pauvre Gary. Le pont craque sous vos pieds et les malheureux empalés de part et d'autre poussent des il y a des gens empalés sur le pont ? Mais quel est ce pont ? Le pont est horrible. Attendez, je vérifie que je suis bon paragraphe, parce que là, ça me paraît horrible d'un coup, là. Ah oui, c'est bien ça. Le pont craque sous vos pieds,
et les malheureux empalés de part et d'autre poussent des gémissements implorant sur votre passage. L'odeur est insoutenable, et ce n'est pas seulement celle de la mort et de la décomposition. Il flotte dans l'air des relents ophidiens qui rappellent la puanteur d'un python ou d'un crapaud mort. Vous traversez les 30 mètres du pont et levez la tête. Le temple se dresse tel une terrible aberration dont les angles semblent varier sous vos yeux. De près, il est encore plus démentiel. Ces murs ne sont pas des murs, mais des accumulations de plans superposés. Ces minarets forment des pics qui déchirent la réalité. Sur le dôme de son abside tourbillonne la plus terrible tempête que vous ayez jamais vue. 2 fanatiques armés de pistolets mitrailleurs montent la garde au bout du pont. Avez-vous apporté une offrande pour le sacrifice ? Sans cela, vous ne pouvez pas passer. Si vous avez apporté une offrande, vous pouvez la leur montrer afin de poursuivre votre chemin. Alors, le mot offrande est en gros comme si c'était un objet. Mais on n'a jamais trouvé des offrandes. On sacrifie Gary. Vous êtes outrés de ma proposition. Non, mais on a de quoi, par contre, donner plein de choses. Hein. On a plein de choses, mais je ne sais pas si, comme le mot offrande est en gros, je ne sais pas si ça veut dire que il faut spécifiquement une offrande. Attends. Non, apparemment, il faut bien une offrande. Il n'y a pas un gamin qu'on peut récupérer. Non, là, tout de suite, il n'y a pas un gamin. Mais du coup, ça veut dire qu'il faudra... qu'il va falloir revenir dans la ville pour trouver une offrande. Donc je pense qu'il va falloir explorer un petit peu plus cette ville. Non, c'est pas facile. Mais on va trouver. Pour ça, il y a très peu d'impasses dans ce livre. C'est juste qu'il faut explorer et on va trouver. On va revenir un petit peu plus en arrière dans la ville. Juste attendez, je remonte le fil pour retrouver le paragraphe où on arrive dans la ville pour avoir à nouveau les choix. Ah, le genre d'illustration. En même temps, je vous montre les illustrations qu'on a déjà rencontrées. Ah, on pourrait couper un doigt de Gary, oui, hein, c'est ça. Pauvre Gary. Mais non, on l'aime bien, Gary. Le pauvre.
Gary, c'est quelqu'un qu'on apprécie. Même si, malheureusement, il vit des histoires difficiles. En plus, on pense qu'il y a un moins que rien, alors que le pauvre, il fait des choses héroïques depuis le début. C'est quand même horrible, hein, l'histoire de Gary. Le gars, il a rien demandé. Et comment dire, on le prend pour un moins que rien tout le temps. Il peut pas se défendre parce qu'il a pas de pouvoir. Et pourtant, il arrive à survivre. Bon, il a quelques sortes de résurrection, ok, mais il arrive à survivre. Et pour tout ça, pour lui dire que c'est un moins que rien, encore. Voilà. Donc, je trouve que c'est dur pour lui quand même. Voilà. Voilà, je suis arrivée à nouveau dans la citadelle. Ça m'apprendra à ne pas noter nos chemins. Donc, quand on arrive, lorsque vous engagez sur les gigantesques dalles, vous prenez conscience que cette ville n'a pas pu être construite par la main de l'homme. Elle est si ancienne que vous doutez qu'il y ait eu une vie sur Terre, même unicellulaire, à l'époque où ces bâtiments ont été érigés. Vous voyez des pentes si raides qu'elles forment des angles aigus, des constructions sans porte ni fenêtres, si hautes qu'elles semblent prêtes à s'effondrer sur vous. Des passerelles qui relient des tours à des petites places suspendues en décrivant des formes ellipsoïdes. L'ensemble constitue une véritable ode à la démence. Au bout du compte, vous ne trouvez que 2 rues qui paraissent praticables pour les êtres humains. Souhaitez-vous emprunter l'allée sombre qui descend vers l'ouest ou continuer vers le nord dans une rue étroite qui ne se semble se tordre dans une pente ascendante? Et je vous avoue que je ne me rappelle plus le chemin qu'on avait pris. J'étais tellement contente d'être arrivée là que j'ai oublié. On avait pris le chemin sinueux. Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'on va à l'allée sombre? Vous descendez la rue quand, entre 2 bâtiments semblables à des prismes aux arêtes inexplicables, s'ouvre sur votre droite une arche peinte en rouge. Il en émane une puissante chaleur et une forte odeur d'œufs pourris. À cet instant, vous éprouvez une douleur soudaine au ventre qui vous fait presque vomir. Donc, on maîtrise mysticisme, on peut aller au paragraphe en question. Vous retroussez vos vêtements en vous tordant de douleur. Votre nombril est sorti. Non, un doigt lépreux aux ongles fendus se ferait un chemin au travers. L'index répugnant vous indique une arcade cachée dans l'ombre. Vous perdez 1 point de santé mentale. Et on effectue un test de mysticisme. Que l'on réussit.
Au moment où vous pensez qu'il ne pourrait rien arriver de pire, la tête du passager mort qui a causé l'accident d'avion surgit de votre estomac. Elle se tourne lentement jusqu'à vous regarder droit dans les yeux et sourit. La scène est si grotesque qu'un cri vous échappe sans que vous ne puissiez le retenir. Vous perdez 2 points de santé mentale. « Bonjour, dit-il. J'étais sûr de ne pas me tromper en te choisissant. » Alors, comme s'il s'agissait d'un horrible accouchement, son corps ensanglanté s'extrait de vos entrailles avant de tomber sur les dalles. « Suis-moi, ajoute-t-il en désignant l'arche rouge avant de la franchir. Ton destin t'attend, de même que ce qui se cache ici. » Entrez dans le bâtiment. Je fais tomber nos points de santé mentale. Sitôt le seuil franchi, une onde de chaleur dévastatrice vous assaille. Le bâtiment est entièrement creux. Ce n'est qu'une petite place entourée d'un cylindre de pierre. Au centre s'ouvre une énorme fosse d'où s'échappent des panaches de fumée noire et épaisse. Un groupe d'hommes en sueur tient une chaîne reliée à une poulie montée sur 2 piliers croisés. À l'extrémité de la chaîne est suspendu un énorme chaudron chauffé au rouge. Dans un coin éloigné de la porte, quelqu'un vous fait signe. Il porte des lunettes, un tablier de cuir, il semble européen. Souhaitez-vous aller le voir, ce qu'il vous veut, ou préférez-vous partir d'ici avant d'attirer davantage l'attention ? Montrez-lui votre médaille. Montrez-moi votre médaillon, s'il vous plaît, dit l'homme, sans quitter les yeux le vadémécum dans lequel il note une liste d'objets. Allez, allez, si vous l'avez perdu, je peux vous en fournir un autre, mais ne me faites pas perdre mon temps. On a un médaillon à lui montrer. Ah, même plusieurs. L'homme examine votre médaillon avant de parler. Ce n'est pas à ce à quoi je m'attendais, mais il semble authentique. À partir de maintenant, vous n'avez plus qu'à tenir la chaîne. Lorsque vous demandera plonger dans la lave le chaudron contenant les obus. Sans le laisser sombrer, bien sûr. Quand le contremaître criera que ça suffit, retirez-le. Allez, va, ce n'est pas sorcier. Même un Américain devrait y arriver. À la fin de votre service, vous serez payé et vous pourrez reprendre le cours de votre misérable vie. Si vous le souhaitez, vous pouvez travailler à la fonderie. Dans ce cas, vous perdez 2 points de santé mentale pour avoir collaboré avec ces sinistres fanatiques. En revanche, vous recevez 12 pièces de cuivre qui semblent être la monnaie utilisée dans cette citadelle. Quoi qu'il en soit, vous reprenez votre chemin après. Sinon, vous pouvez demander à quoi servent les projectiles. On demande à quoi servent les projectiles ? Déjà, est-ce qu'on fait le travail ? Est-ce qu'on demande les projectiles avant de faire le travail ? Le petit homme, au visage de crapaud, vous regarde comme s'il venait de vous surprendre en train de voler des friandises. Cependant, il finit par se présenter fièrement comme étant Rudolf von Seboterndorf, fondateur du glorieux et très germanique ordre de Thulé. Vous pouvez consulter l'annexe. Waouh, encore une annexe. Conçu comme une perversion de l'Azatrou, soit la croyance en les As, la religion qui réunit les anciens cultes barbares nordiques de la société de Thulé, fondée par Rudolf von Seboldendorf, est principalement connue comme une organisation parrainant le Parti ouvrier allemand.
transformé plus tard par Adolf Hitler en Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Cette secte raciste, camouflée en société d'études germaniques, vise à provoquer un génocide mondial, purger la terre des races et religions qu'elle considère comme inférieures. Manipulée par les von Junst et d'autres occultistes adeptes de la doctrine de Nyarlathotep et de Cthulhu, il s'imagine être l'avant-garde qui jugera l'humanité et la conduira vers un nouvel âge d'or sous la domination des Azes dans leur guerre contre les Vannes. En réalité, ce conflit a toujours été une couverture pour la guerre menée par les grands anciens contre leur ennemi naturel, les dieux très anciens. Car chacun sait que Cthulhu et Sub-Niggurath sont les ennemis ancestraux des Noden et des Netsi, tout comme le Njord, père des Vannes et dieu de la mer, de Freyr, dieu de la fertilité, sont ceux de Ondin et Frigga. Leur mission sur l'île est de créer des armes mystiques grâce auxquelles ils pensent pouvoir vaincre les armées de l'humanité dans le cas où elles voudraient se soulever contre les fidèles de Cthulhu. La société de Thulé vit dans une perpétuelle illusion et ne croit pas à l'arrivée réelle et physique de Cthulhu. Elle le voit comme l'incarnation métaphorique d'un conflit entre l'Allemagne et le reste de l'humanité, elle-même est en conflit permanent avec des ordres hybrides tels que l'ordre ésotérique de Dagon ou les Kapalika. Cependant, elle voit d'un bon œil d'autres suprémacistes comme l'Aube dorée et la société du Vril. Si au cours de l'aventure, vous parvenez à mettre la main sur une arme permettant de couler ces navires, vous pourriez mettre fin à l'influence de l'ordre qui, ne pouvant pas livrer ses armes mystiques, tomberait en disgrâce auprès de ses soutiens politiques du Parti national-socialiste des travailleurs allemands. On n'a pas d'armes qui permettent de couler un bateau. Hein. On a plein de choses. Et on n'a pas ce genre d'armes. Bon, on va pas travailler avec eux. Hein. Non. Non. On va s'en aller. On va mettre sur les pointes des pieds. On va partir tranquillement. Comme si de rien n'était. Dis donc, on a appris plein de lore dans ce livre. C'est bien. On arrive à la fin. Mais on n'a pas l'offrande. Mais je me demande si on l'a pas eu. Et du coup, je suis pas sûre qu'on l'ait pris. J'ai un gros doute sur ça. J'ai un gros doute sur ça. J'avoue. Je vérifierai quand même. Bon, est-ce que ça vous a plu? Parce qu'il est déjà 19h48. Je vois pas le temps passer le jeudi. Hein. Franchement, c'est vraiment top. Je pensais qu'on finirait, mais il nous manque l'offrande. Donc, on va la trouver la prochaine fois et je pense qu'on finira la prochaine fois. Ils vont nous faire chanter. Non, on s'en va. On partira de cet endroit et on continuera la semaine prochaine. Et pour finir, je pense par un apothéose où nous serons avec le grand ancien. Je vous montre quelques illustrations qu'on avait déjà vues. Oula. Hop, j'ai le pied du micro qui me gêne. Voilà. Donc ça, c'est un 3 mâts qu'on avait croisé. Qu'on avait fouillé aussi. Ça, c'est dans le 3 mâts. On avait croisé la créature dégoulinante, horrible, voilà.
Nous avions... Alors ça, on n'a pas vu. Ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Oh, ça, on n'a pas vu. C'est dégueulasse. Désolée, c'était pas un joli mot, mais voilà, c'était vraiment le terme. On avait dans une chambre rencontré cette entité qu'on a libérée. Voilà. C'est toujours dans le 3-mâts. C'est vrai que le 3-mâts, il nous a occupé un petit moment quand même. Et il y avait des jolies illustrations dans le 3-mâts. Ça, on l'a pas vu. Ça non plus, on l'a pas vu, mais à mon avis, c'est pour la fin. L'illustration est très très belle. Très 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 jolie. Le 3-mâts, je vous l'ai montré. Ah, les profonds qu'on a rencontrés, qu'on a combattus. Voilà. Grâce à eux, on a un trident. Voilà. Alors celui-là, on l'a pas vu. Celui-là non plus, il ne me semble pas qu'on l'ait vu. Je vous ai montré la jeune femme. Là, on l'a pas vu. Oui, parce que du coup, il y a des chemins comme on a fait des choix, il y a des chemins qu'on n'a sûrement pas fait, et donc du coup, il y a des illustrations. Oh, très 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 belle illustration. Tuc. Alors, je vous le montre, parce qu'en fait, on a fait un choix qui a fait qu'on n'est pas arrivé à ce paragraphe, mais c'est notre Augustinus d'Aragorn qui est là. Voilà. Vieillard décharné. Bah là, il n'est pas tout nu, il a un slip. Hein, mais voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. Maintenant qu'on a rencontré... alors du coup, c'est pas les descendants parce qu'ils étaient avant le parti national allemand. Mais du coup, ils vivent quand même au même moment que eux. Du coup, ça fait un effet temporel bizarre, quoi. Voilà. On va s'arrêter là. Tu penses ne pas mettre d'étoiles sur cette île, sur TripAdvisor? Oui, je crois qu'on va pas lui mettre une étoile, enfin une bonne note. Hein. Elle n'est pas super comme destination de voyage. Hein. Ouais, on a quand même pas mal de choses à faire en fait. Destination de voyage, allez, niveau amusement, on a plein de choses à faire quand même, à visiter. Les gens sont plutôt accueillants. Hein. Voilà, ils veulent nous emporter avec eux dans les fonds marins. Ils veulent nous mettre dans un four avec eux. Ils sont tellement accueillants qu'ils veulent qu'on mange avec eux ou qu'ils nous mangent, on ne sait pas trop. Hein. Non, mais il y a une architecture qu'on ne verra pas sur d'autres îles. Donc ça, une histoire aussi. Hein, c'est des vieux bâtiments qui sont peut-être à l'UNESCO, on ne sait pas, hein, inscrits à l'UNESCO. Non, c'est une belle île. Hein. Je trouve que ça vaut le coup de la mettre sur TripAdvisor pour que les gens y aillent. Surtout, je pense qu'il faut mettre sur TripAdvisor pour certaines personnes actuellement qui sont du même acabit. Mais voilà. Du coup, est-ce que la session vous a plu? Est-ce que vous avez aimé? Alors j'espérais finir aujourd'hui, mais on n'a pas fini, mais tant mieux, parce que là du coup on est quasiment sûr de finir la semaine prochaine. Pas bête pour la dernière proposition que Xenoalia. Oui. On n'a pas bu de rhum. Non, on n'a pas trouvé de rhum. Quoique, qu'est-ce qu'on a trouvé?
c'était un whisky. Ouais, je crois qu'on a vu une bouteille quelque part. Ou peut-être dans le campement. Mais en tout cas, on n'a pas eu l'occasion d'en boire. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Petit disclaimer. Bah oui, on parle d'alcool. Donc, il faut. Super Cyril, si ça t'a plu. Donc du coup, on se retrouve demain pour les pot-au-feu. Donc à 21h. Normalement, il y a Lisa, Urasil, Julien et moi. On change pas une équipe qui gagne. Voilà. Donc on sera demain à 21h tous ensemble. Donc j'espère toujours à Gary. Tome 3. On va commencer le tome 3 et c'est comme je vous disais, si le tome 3 est vraiment compliqué et qu'on s'amuse pas, on va le squeezer. Voilà, je l'annonce. Je n'ai pas envie de revivre quelque chose qui est compliqué, qui n'est pas amusant pour vous, qui n'est pas amusant pour moi. Et donc, si jamais le tome 3 n'est pas... et comme les autres tomes, en fait, où c'est pas amusant, on verra ce qu'on fera. De toute façon, après, dans tous les cas, après Aria, on fera Billy et le Pyro Barbare. Voilà. Et jeudi prochain, donc le mardi, c'est Aria avec Gary. Et jeudi prochain, on fait la fin de Survivre à Riley. Voilà. Et demain, le thème, c'est les trucs qui ont foiré en JDR. Vraiment les choses qui nous ont dit et qui nous font dire que c'était nul. Donc c'est le thème des questions qui ont été faites par Oté. Voilà, merci Oté, si tu es encore là. Donc à 21h, on se retrouve pour les pot-au-feu. Les pot-au-feu. Et on se revoit pour la suite d'Edouard, jeudi prochain à 18h. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des bisous baveux parce que j'ai encore l'image de la structure globuleuse qu'on avait combattue et dégoulinante. Donc je vous fais des bisous baveux d'être d'une autre dimension cosmique. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Merci encore pour ceux qui ont été là et qui étaient en lurk et qui regardent le replay aussi. Merci, merci.